Béatrice referme sa main manucurée sur les lourdes clés en métal du nouvel appartement. Un sourire triomphant, profondément condescendant, étire ses lèvres. Elle regarde directement Julien et déclare d'un ton sans réplique qu'une épouse doit connaître sa place dès le premier jour et qu'il est le véritable maître de cette maison. Julien hoche simplement la tête, les yeux fixés sur le sol, acceptant cette soumission comme une victoire. Tous deux sont persuadés d'avoir remporté l'ultime lutte de pouvoir. Mais ils tiennent un morceau de métal parfaitement inutile. 2 heures plus tôt, Camille a payé un serrurier pour changer le cylindre de la porte. Les clés que Béatrice serre si fort n'ouvrent absolument rien. Pour comprendre comment un mariage atteint le point des fausses clés et des guerres silencieuses, il faut revenir en arrière. L'ancien appartement, un 2 pièces exigu situé dans un quartier bruyant, appartenait à Béatrice. Pendant 5 ans, Camille a vécu avec la sensation constante d'être une invitée tolérée, une intruse dans sa propre vie conjugale. Les murs semblaient se rapprocher un peu plus chaque mois, imprégnés de la présence invisible mais étouffante de sa belle-mère. Béatrice avait conservé un jeu de clés, une condition non négociable imposée dès le premier jour du mariage. Elle n'utilisait jamais la sonnette. Un mardi matin, à 7 heures précises, le bruit métallique de la serrure résonne dans l'entrée. Camille, encore en pyjama, se fige dans la cuisine. Béatrice entre sans un mot de salutation, pose son sac sur la chaise et se dirige directement vers le réfrigérateur. Elle l'ouvre, inspecte les étagères avec un regard critique et soupire bruyamment en déplaçant une plaquette de beurre. Elle commente immédiatement le manque de légumes frais et la marque du lait, affirmant que Julien a l'estomac fragile et nécessite une attention particulière. En se retournant, le regard de Béatrice s'arrête sur la paire de bottes d'hiver en daim que Camille a laissée dans le couloir la veille. Béatrice s'approche, soulève une botte du bout des doigts comme s'il s'agissait d'un objet contaminé et examine la semelle. Elle déclare d'une voix perçante que Julien travaille beaucoup trop dur pour que cet argent soit gaspillé dans des frivolités en dames qui seront ruinées à la première pluie. Elle ajoute que la gestion du budget familial exige de la maturité, une qualité qui semble cruellement faire défaut à sa belle-fille. Camille jette un regard vers la porte de la chambre. Julien est réveillé. Elle peut voir l'ombre de son épaule se soulever au rythme de sa respiration, mais il garde les yeux fermés, feignant un sommeil profond pour éviter le conflit. Béatrice termine son inspection, replace la botte avec mépris et quitte l'appartement à 8 heures moins le quart, laissant derrière elle une atmosphère lourde et glaciale. Dès que la porte claque, Julien se lève, s'étire et marche vers la machine à café comme si de rien n'était. Camille, les mains tremblantes de frustration, tente de poser une limite. Elle lui dit d'une voix contenue que sa mère ne peut pas continuer à entrer chez eux pendant qu'ils dorment, qu'ils ont besoin d'intimité, et qu'elle n'a pas à justifier l'achat d'une paire de chaussures avec son propre salaire. Julien déploie alors sa tactique habituelle, une passivité agressive et parfaitement rodée. Il lève les yeux au ciel, verse son café et lui répond qu'elle réagit de manière excessive. Il affirme que sa mère s'inquiète simplement pour eux, que c'est son appartement après tout, et qu'elle a le droit de veiller sur son bien. Il termine en disant que c'est juste une petite habitude sans importance et que Camille cherche toujours à créer des drames là où il n'y en a pas. Face à ce mur de déni, Camille ravale sa colère. C'est une habitude qu'elle a construite jour après jour, mois après mois, pendant 5 longues années. Elle prend les bottes dans le couloir et les range tout au fond du placard, hors de vue. Elle se prépare à accepter une nouvelle journée de silence et de compromis, jusqu'à ce que son téléphone vibre. C'est sa propre mère, Sylvie, qui lui demande de la rejoindre d'urgence. Ce simple appel s'apprête à modifier définitivement le paysage de sa vie. Le café est bruyant, rempli du brouhaha des conversations matinales, mais à la table du fond, le silence règne entre les deux femmes. Sylvie, le visage grave et déterminé, glisse un épais dossier cartonné sur la table en bois. Camille l'ouvre avec hésitation. À l'intérieur se trouvent des photographies lumineuses d'un appartement spacieux, situé dans un immeuble moderne de Lyon, ainsi qu'une liasse de documents notariés. Camille lève les yeux, confuse. Elle explique à sa mère qu'elle et Julien n'ont absolument pas les moyens d'acheter un tel bien, et que Julien refusera catégoriquement toute forme de charité venant de sa belle famille. Sylvie pose sa main sur celle de sa fille et la serre fermement. Elle la regarde droit dans les yeux et lui annonce que cet appartement n'est pas pour Julien. Il est pour elle. Sylvie explique avec une clarté absolue qu'elle a organisé une donation en avancement d'Ouari. Selon la loi française, ce mécanisme juridique fait de cet appartement le bien propre et exclusif de Camille. Il n'entre pas dans la communauté de biens du mariage. Julien n'y a aucun droit, aucune part et aucun pouvoir de décision. Camille fixe les documents. La peur de la réaction de son mari et de sa belle-mère lui noue l'estomac. Elle sait pertinemment qu'un tel changement dans la dynamique financière sera perçu comme une déclaration de guerre. Elle tente de refuser,
balbutiant que cela va détruire le peu d'équilibre qui reste dans son couple. Mais Sylvie reste inflexible. Elle décrit comment elle a vu sa fille rétrécir au fil des années, comment elle a vu sa confiance s'effriter sous les critiques constantes de Béatrice et l'indifférence complice de Julien. Sylvie insiste sur le fait que Camille a besoin d'une forteresse, d'un endroit où personne ne pourra jamais l'expulser, d'un espace où elle seule dictera les règles. Lentement, Camille fait glisser ses doigts sur l'acte de propriété. Elle lit son propre nom, imprimé en lettres majuscules. Pour la toute première fois depuis 5 ans, elle ressent le poids réel et tangible de la propriété. Ce n'est pas seulement un toit, c'est une armure. Elle accepte le dossier, prend les clés originales fournies par le notaire et remercie sa mère d'une voix qui a soudainement retrouvé son assurance. Elle retourne à l'ancien appartement pour annoncer la nouvelle à Julien, espérant naïvement une joie partagée, mais se préparant intérieurement à une résistance féroce. Le soir même, Camille attend Julien dans le petit salon. Lorsqu'il franchit la porte, elle lui tend le dossier ouvert sur les photos et lui explique la situation. Elle lui parle de l'espace, de la lumière, de la chance incroyable qu'ils ont de pouvoir quitter cet endroit exigu. Elle s'attend à le voir soulagé, heureux de ne plus dépendre de sa mère. Julien prend les photos. Il les examine en silence. Aucune félicitation ne franchit ses lèvres. Aucun sourire n'éclaire son visage. Son premier réflexe n'est pas la gratitude, mais une appropriation immédiate et totale. Il pointe du doigt la deuxième chambre sur le plan et décrète que ce sera son bureau, car il a besoin d'un espace calme pour travailler. Il s'installe dans le canapé, croise les bras derrière la tête et déclare avec satisfaction qu'ils vont enfin vivre comme des gens normaux, dans une standing qui lui correspond. Camille tente de lui rappeler doucement qu'il s'agit d'une donation de sa mère, un bien qui lui est propre. Julien balaie la remarque d'un revers de main, affirmant que dans un mariage, tout se partage, et que sa mère a enfin fait quelque chose d'utile pour eux. Puis, sous les yeux incrédules de Camille, Julien sort son téléphone de sa poche. Il compose un numéro qu'elle connaît trop bien. Dès que Béatrice décroche, la voix de Julien change, devenant celle d'un petit garçon désireux d'impressionner. Il décrit le nouvel appartement avec excitation, s'en attribuant presque le mérite. Et sans même adresser un regard à sa femme, sans lui poser la moindre question, il invite Béatrice à venir inspecter les lieux dès le lendemain matin. Camille se lève brusquement. Elle murmure une protestation, lui rappelant qu'ils n'ont même pas encore commencé les cartons, que l'appartement est vide et qu'elle souhaite s'y habituer d'abord. Julien plaque une main sur le combiné et la foudroie du regard. Il lui siffle que sa mère a parfaitement le droit de voir où son fils va vivre, et qu'elle devrait plutôt se montrer reconnaissante. Il reprend sa conversation, riant aux éclats avec Béatrice. Camille recule d'un pas, en observant les micro-expressions de son mari, son arrogance soudaine, son besoin viscéral de soumettre ce nouvel espace à l'autorité maternelle. Elle comprend avec une lucidité glaçante que le cycle est sur le point de se répéter. Ce nouvel appartement ne sera pas un refuge, mais une prison plus grande, avec les mêmes gardiens. Elle tourne les talons, s'enferme dans la salle de bain, ouvre le robinet pour masquer le bruit, et appelle sa mère dans un état de panique absolue. Le lendemain matin, bien avant l'heure prévue pour la visite de Béatrice et Julien, l'air du nouvel appartement résonne du bruit strident d'une perceuse. Sylvie a rejoint Camille sur place, accompagnée d'un serrurier professionnel. Camille fait les 100 pas dans le salon vide, le souffle court. La terreur du conflit imminent la paralyse. Elle regarde la porte d'entrée et avoue à sa mère qu'elle envisage de céder. Elle murmure qu'elle pourrait simplement donner une copie des clés à Béatrice, juste pour acheter la paix, pour éviter les cris, les reproches et les semaines de tension insoutenables qui suivront inévitablement un refus. Sylvie s'interpose, bloquant le passage de sa fille. Elle la regarde avec une intensité féroce et lui répond que c'est exactement pour cette raison que les serrures doivent être changées aujourd'hui. Elle lui explique que céder maintenant, c'est abandonner son seul territoire neutre. Le serrurier termine son travail. Le bruit métallique cesse. Il s'approche et dépose 3 clés neuves, brillantes et intactes, dans le creux de la main de Camille. Le métal est froid, lourd de conséquences. Sylvie pointe alors du doigt la petite table de l'entrée, où reposent les anciennes clés, celles qui ouvraient la serrure d'origine désormais remplacée. Elle donne à Camille une instruction précise. Si la pression devient trop forte, si elle sent qu'elle va craquer face aux exigences de sa belle-mère, elle devra lui tendre ses anciennes clés. Sylvie lui explique que cela apprendra à Béatrice la différence fondamentale entre détenir un morceau de métal et détenir le véritable pouvoir. Camille observe les 2 jeux de clés. Elle prend une profonde inspiration, glisse les 3 clés neuves au fond de son sac à main et laisse les anciennes, totalement inutiles, bien en évidence sur la table de l'entrée. Si votre partenaire permettait immédiatement à sa famille de s'approprier vos biens personnels, les affronteriez-vous directement
Ou sécuriseriez-vous discrètement vos acquis en premier? Camille a fait son choix. Elle se tient droite au milieu du salon baigné de lumière, le cœur battant à tout rompre, et attend l'arrivée de son mari et de sa belle-mère. Le piège est en place. Quelques minutes plus tard, la sonnerie retentit. Julien entre le premier, tenant la porte pour sa mère avec une déférence exagérée. Béatrice franchit le seuil non pas comme une invitée, mais comme un inspecteur des travaux finis prenant possession d'un chantier. Elle ne retire pas son manteau. Elle commence immédiatement à arpenter le salon, ses talons claquant lourdement sur le parquet en chêne massif. Elle passe sa main sur les murs, examine les finitions des plinthes et soupire en déclarant que la couleur de la peinture manque cruellement de goût et devra être refaite à ses frais. Camille observe la scène en silence, adossée au mur de la cuisine ouverte. Julien suit sa mère pas à pas, buvant ses paroles, acquiesçant à chaque critique comme s'il s'agissait d'une vérité absolue. Béatrice se dirige ensuite vers le couloir et pousse la porte de la chambre principale. Elle s'arrête au milieu de la pièce, évalue l'espace et se tourne vers son fils. D'un ton catégorique, elle décrète que cette pièce, la plus lumineuse, sera parfaite comme chambre d'amis pour les nuits où elle décidera de rester dormir à Lyon. Elle ordonne à Camille, sans même la regarder, de vider immédiatement la moitié du grand dressing encastré pour qu'elle puisse y laisser ses propres affaires. Julien se tient là, un homme de 32 ans, laissant sa mère dicter l'aménagement intime de la propriété de sa femme. Il ne prononce pas un seul mot pour défendre l'espace de son couple. Il se contente de glisser ses mains dans ses poches, fuyant le regard de Camille. Béatrice sort de la chambre et s'approche de Camille. Elle la toise de la tête aux pieds. Avec une froideur calculée, elle lui déclare que cet appartement est bien trop grand pour elle, que désormais, son seul rôle sera de l'entretenir comme une bonne gouvernante et que Julien est le véritable maître des lieux. Pour sceller cette prise de pouvoir, Béatrice ajoute que pour la sécurité financière de la famille, l'acte de propriété devra être transféré au nom de Julien dès la semaine prochaine. Elle affirme que c'est la moindre des choses après tout ce qu'ils ont fait pour elle. À cet instant précis, quelque chose se brise définitivement en Camille. Mais au lieu de la panique ou de la colère, une vague de calme absolu, froid et tranchant, l'envahit. La peur qui l'avait paralysée pendant 5 ans s'évapore. Elle regarde Béatrice, puis Julien, et comprend qu'il n'y a plus rien à sauver. Lentement, elle se détache du mur et marche d'un pas mesuré vers la petite console de l'entrée, là où reposent les anciennes clés. Béatrice s'impatiente. Elle tend une main autoritaire, la paume ouverte vers le plafond, et exige qu'on lui remette immédiatement un jeu de clés pour qu'elle n'ait plus à prévenir de ses visites à l'avenir. Julien tourne enfin la tête vers Camille. Son regard est une prière silencieuse et lâche. Il la supplie du regard de ne pas faire d'esclandre, de simplement obéir pour maintenir cette paix artificielle qu'il chérit tant. Il s'attend à la voir pleurer, argumenter, ou s'effondrer comme elle l'a fait tant de fois dans l'ancien appartement. Camille ne fait rien de tout cela. Elle abaisse les yeux vers la console. Les 3 clés neuves, celles qui ouvrent réellement la porte blindée, sont en sécurité au fond de son sac. Elle lève la main, saisit le trousseau des anciennes clés, celle de la serrure qui a été démontée le matin même. Le métal teinte doucement. Elle s'approche de sa belle-mère, soutient son regard sans ciller, et dépose les clés inutiles directement dans la paume de Béatrice. Béatrice referme sa main manucurée sur le métal lourd. Un sourire triomphant, profondément condescendant, étire ses lèvres. Elle regarde directement Julien et déclare d'un ton sans réplique qu'une épouse doit connaître sa place dès le premier jour. Julien hoche simplement la tête, les yeux fixés sur le sol, visiblement soulagé qu'une dispute ait été évitée. Béatrice glisse les clés dans son sac à main de créateur, ajuste son manteau et annonce qu'elle reviendra le lendemain matin à la première heure pour superviser l'arrivée des premiers cartons. Elle franchit la porte avec l'assurance d'une reine quittant ses terres. Dès que la porte se referme, Julien se tourne vers Camille, un sourire satisfait aux lèvres. Il la félicite d'avoir enfin compris comment se comporter en adulte et d'avoir fait un effort pour sa mère. Camille le regarde en silence. Elle ne ressent ni tristesse, ni amertume, juste la certitude absolue que son mariage est déjà mort et enterré. Le lendemain matin, Julien quitte l'appartement tôt pour se rendre à son bureau. Camille reste seule, savourant le silence parfait de son nouveau refuge. Elle se prépare un café, s'assoit près de la grande baie vitrée, et attend. À 8h40 précise, l'écran de son téléphone s'illumine. Le nom de Julien clignote frénétiquement. Elle laisse sonner 3 fois avant de décrocher, portant lentement l'appareil à son oreille. La voix de Julien explose dans le haut-parleur. Il hurle, la voix tremblante de panique et de fureur. Il lui demande ce qu'elle a fait à la porte, pourquoi la serrure bloque. En arrière-plan, à travers le téléphone de Julien, Camille peut entendre distinctement les cris stridents de Béatrice qui résonnent dans le couloir de l'immeuble. Béatrice frappe contre la porte blindée, exigeant qu'on lui ouvre,
hurlant que sa clé est coincée. Camille prend une gorgée de son café. D'une voix parfaitement posée, dénuée de la moindre émotion, elle explique à son mari que les serrures ont été changées la veille au matin par un professionnel. Elle ajoute, avec une précision chirurgicale, qu'elle a donné à Béatrice exactement ce qu'elle avait exigé, les clés de l'ancienne serrure. Julien est horrifié. Le silence au bout du fil est lourd, seulement brisé par les coups sourds de sa mère contre le bois massif. Il accuse Camille d'avoir prémédité ce coup, de l'avoir manipulée, et d'avoir humilié sa mère de la pire des manières devant tout le voisinage. Camille lui répond calmement que Béatrice s'est humiliée toute seule en tentant d'envahir un domicile qui ne lui appartient pas, et qu'elle n'a fait que protéger sa propriété. Elle n'attend pas sa réponse et raccroche. Quelques secondes plus tard, une notification apparaît sur son écran. C'est un message texte de Béatrice, écrit en lettres majuscules. « Vous avez franchi toutes les limites. » Camille sourit doucement en verrouillant son téléphone. Elle réalise avec une immense satisfaction qu'elle vient enfin d'en tracer une. Le soir même, l'atmosphère dans l'appartement est électrique. Julien rentre du travail le visage fermé, les mâchoires crispées. Il jette sa veste sur le canapé et marche droit sur Camille. Il exige, d'un ton qui n'admet aucune réplique, qu'elle appelle sa mère immédiatement pour lui présenter des excuses formelles et lui remettre le véritable jeu de clés. Camille, assise à la table de la salle à manger, ne bouge pas. Elle refuse catégoriquement. Elle le regarde dans les yeux et lui demande si Béatrice a prévu de s'excuser pour l'avoir traitée de gouvernante la veille. Julien balaie l'argument d'un geste agacé, affirmant que ce n'était qu'une plaisanterie mal comprise, que sa mère a un caractère fort, et que Camille dramatise tout pour se poser en victime. C'est à ce moment que Camille décide de déconstruire sa logique. Elle se lève et le confronte sur la question de la propriété. Elle lui demande pourquoi ses économies personnelles, accumulées avant leur mariage, sont considérées comme intouchables. Elle lui demande pourquoi la voiture de sport qu'il a achetée l'année dernière est exclusivement la sienne, alors que l'appartement qui lui a été offert par sa propre mère devrait soudainement devenir leur propriété commune, soumise aux caprices de Béatrice. Julien balbutie. Il cherche ses mots, tente de formuler une réponse sur les valeurs du mariage, mais son hypocrisie est trop flagrante. Incapable de défendre sa position avec des arguments rationnels, il choisit l'escalade. Il réalise qu'il a perdu le contrôle psychologique qu'il exerçait sur elle. Furieux, il se dirige vers la chambre, attrape un sac de voyage et commence à y jeter ses affaires en vrac. Il déclare d'une voix forte qu'il part s'installer chez sa mère. Il affirme qu'il va la laisser seule pour lui donner une bonne leçon, persuadé qu'après quelques jours de solitude, elle viendra ramper pour le supplier de revenir. Il s'arrête sur le pas de la porte, attendant qu'elle le retienne, qu'elle s'excuse, qu'elle cède. Camille reste immobile. Elle ne fait pas un geste pour l'arrêter. Elle le regarde simplement, le visage impassible. Julien, décontenancé par ce silence, claque violemment la porte derrière lui. Dès que le bruit résonne dans l'entrée, Camille ferme les yeux et laisse échapper un long soupir. Ce qu'elle ressent n'est pas de la tristesse, ni de la peur, mais un soulagement écrasant, pur et libérateur. Le surlendemain, Camille pousse la lourde porte en verre du cabinet de maître Hélène Dubois. L'avocate, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant et à l'allure pragmatique, l'accueille dans un bureau tapissé de dossiers. Camille s'assoit, les mains serrées sur son sac. Elle est rongée par l'anxiété. Elle craint que Julien, par vengeance, ne tente de réclamer la moitié de l'appartement ou de la forcer à le vendre. Maître Dubois lui demande les documents notariés. Elle chausse ses lunettes, lit attentivement l'acte de donation en avancement d'Oiry, et un léger sourire étire ses lèvres. Elle retire ses lunettes, croise les mains sur son bureau, et regarde Camille avec une assurance rassurante. L'avocate lui explique que le droit français est d'une clarté absolue sur ce point, parce que cet appartement est un don direct de sa mère, assorti d'une clause d'exclusion de communauté. Il constitue un bien propre. Julien n'y a strictement aucun droit légal. Il ne peut ni le réclamer, ni l'occuper sans son consentement, ni exiger une quelconque compensation financière. La forteresse est impénétrable. Le soulagement de Camille est si intense qu'elle en a le vertige. Maître Dubois ne s'arrête pas là. Elle adopte un ton plus martial et conseille à Camille de lancer la procédure de divorce immédiatement, avant que Julien et sa mère n'aient le temps d'élaborer une stratégie de harcèlement. Elle lui donne une règle stricte et non négociable. À partir de cet instant, toutes les communications avec Julien doivent se faire exclusivement par message texte ou par courriel. Plus aucun appel téléphonique. Plus aucune discussion en face à face. Chaque mot doit laisser une trace écrite. Une preuve tangible pour le dossier. Camille hoche la tête, assimilant chaque instruction. Elle sort son chéquier, règle la provision, et signe le mandat autorisant Maître Dubois à déposer la requête en divorce. En sortant du cabinet, l'air frais de la rue lui fouette le visage.
La machine judiciaire est officiellement en marche, et pour la première fois de sa vie, Camille est celle qui en tient les commandes. 3 jours s'écoulent. 3 jours d'un silence radio absolu, exactement comme Julien l'avait planifié. Persuadé que l'isolement a brisé la résistance de sa femme, il décide de réapparaître. En fin d'après-midi, il l'attend devant les portes vitrées de son nouvel immeuble. Lorsqu'il aperçoit Camille, il adopte une posture décontractée, les mains dans les poches, affichant un sourire indulgent, celui d'un adulte prêt à pardonner le caprice d'un enfant. Il s'approche et lui propose ce qu'il appelle un compromis raisonnable. D'un ton magnanime, il annonce qu'il est prêt à rentrer à la maison. Il ajoute que sa mère acceptera de ne pas venir leur rendre visite pendant 1 mois entier, à la condition expresse que Camille lui présente des excuses formelles pour l'incident de la serrure. Il la regarde, attendant qu'elle saute sur cette occasion inespérée de sauver son mariage. Camille s'arrête à 1 mètre de lui. Elle ne sourit pas. Elle ne montre aucune colère. Elle le regarde avec la froideur d'une étrangère et l'informe, d'une voix parfaitement posée, qu'elle a déposé une requête officielle en divorce le matin même. Le sourire de Julien se fige, puis disparaît totalement. Le choc initial laisse instantanément place à une fureur vicieuse. Son masque de mari compréhensif vole en éclats. Il s'avance d'un pas menaçant et l'accuse d'avoir changé à cause de l'argent. Il crache que cette donation lui a monté à la tête, affirmant qu'elle était une bonne épouse docile uniquement lorsqu'elle n'avait nulle part d'autre où aller. Camille ne recule pas. Elle le remercie calmement d'avoir enfin l'honnêteté d'admettre qu'il ne l'appréciait que lorsqu'elle était piégée et dépendante. Sans ajouter un mot, elle contourne son mari pétrifié et pénètre dans le hall sécurisé de son immeuble. Plus tard dans la soirée, alors que la nuit est tombée sur Lyon, le téléphone de Camille sonne. L'écran affiche un numéro masqué, mais lorsqu'elle décroche, la voix glaciale de Béatrice résonne immédiatement. La mère de Julien ne crie pas. Elle murmure une menace vague mais terrifiante, affirmant que si Camille pense pouvoir détruire sa famille et s'en tirer simplement en changeant une serrure, elle sous-estime gravement les conséquences. Béatrice lui promet qu'elle va lui apprendre ce que signifie tout perdre, avant de raccrocher brusquement. Le lendemain matin, l'atmosphère au siège de l'entreprise de logistique où travaille Camille est inhabituellement lourde. À peine arrivée à son bureau, elle reçoit un message interne lui demandant de se rendre immédiatement dans le bureau de Laurent, le directeur du département de la chaîne d'approvisionnement. Lorsqu'elle entre, Laurent ne lui propose pas de s'asseoir. Son visage est fermé, professionnellement distant. Il fait glisser un épais dossier sur la table de réunion. Il s'agit d'une plainte formelle, rédigée sur du papier à en-tête officielle, émanant de M. Vasseur, l'un des partenaires logistiques les plus puissants et les plus anciens de l'entreprise. Laurent explique d'une voix tendue que M. Vasseur accuse directement Camille d'avoir divulgué des données de tarification confidentielles à un concurrent direct et d'avoir volontairement falsifié des prévisions d'approvisionnement critiques, violant ainsi de multiples accords de confidentialité. La plainte exige le renvoi immédiat de Camille et menace l'entreprise de poursuites judiciaires massives si elle est maintenue à son poste. Camille lit le document, le sang désertant son visage. Le choc la laisse sans voix pendant de longues secondes. Elle lève les yeux vers son directeur et proteste avec véhémence. Elle lui rappelle qu'elle n'a jamais travaillé sur le compte de M. Vasseur, qu'elle n'a même pas les autorisations nécessaires pour accéder à ses grilles tarifaires spécifiques. Laurent soupire, visiblement mal à l'aise mais lié par le protocole de l'entreprise. Il lui répond que face à la gravité des accusations et à l'importance du client, la direction n'a pas d'autre choix. Il lui annonce sa mise à pied conservatoire immédiate. Elle est suspendue de tous ses comptes sensibles. Son accès au réseau principal est bloqué, et une enquête interne approfondie, menée par le département informatique, est ouverte. En retournant à son bureau pour rassembler ses affaires sous les regards fuyants de ses collègues, Camille comprend soudainement. La menace de la veille prend tout son sens. C'est la vengeance de Béatrice. Elle quitte le bâtiment en tremblant, terrifiée à l'idée de perdre la carrière qu'elle a mis des années à construire, et appelle immédiatement son avocate. L'attente est une torture psychologique. Pendant 48 heures, Camille reste confinée dans son appartement, imaginant les rumeurs qui doivent circuler dans les couloirs de son entreprise. Maître Dubois lui a formellement interdit de contacter ses collègues ou de tenter de se justifier, lui ordonnant de laisser les experts informatiques faire leur travail. Si un membre de votre belle famille tentait de détruire votre carrière avec de fausses accusations, comment géreriez-vous l'enquête interne sans paraître coupable par excès de justification? Camille choisit le silence stratégique, mais l'angoisse la ronge. Le 3e jour, le téléphone sonne enfin. C'est Maître Dubois, et le ton de sa voix indique qu'elle a trouvé une faille. L'avocate explique qu'elle n'a pas perdu son temps. Elle a fouillé les registres publics du commerce et des sociétés, cherchant le moindre lien entre la famille de Julien et le partenaire logistique. La découverte est accablante. Il y a 10 ans, M. Vasseur et Béatrice étaient co-gérants d'une société holding immobilière, aujourd'hui dissoute. Ils ne sont pas de simples connaissances.
Ce sont d'anciens associés en affaires. Le mobile est désormais clair comme de l'eau de roche. Béatrice a utilisé ses anciennes relations pour orchestrer une fausse plainte et détruire la réputation professionnelle de sa belle-fille. Cependant, Maître Dubois tempère l'enthousiasme de Camille. Prouver qu'ils se connaissent ne suffit pas devant un tribunal ou un conseil de discipline. Il leur faut une preuve matérielle irréfutable que Béatrice a commandité cette plainte, ou que la plainte elle-même est une fabrication technique. Le destin de Camille repose désormais entièrement sur les résultats de l'audit des serveurs. Quelques heures plus tard, Laurent la convoque pour lui communiquer les conclusions de l'enquête. Le bureau de Laurent semble soudain plus grand. Il est accompagné du directeur des systèmes d'information, un homme méticuleux qui tient un rapport imprimé entre ses mains. La tension est palpable. Camille s'assoit, le dos droit, refusant de montrer la moindre faiblesse. Le directeur informatique prend la parole. Il explique que ses équipes ont épluché l'intégralité des journaux de connexion, des adresses IP et des historiques de messagerie des 6 derniers mois. Le verdict est sans appel. Les serveurs prouvent de manière irréfutable que le compte de Camille n'a jamais, à aucun moment, accédé au dossier sécurisé de M. Vasseur. De plus, aucun courrier électronique contenant les prétendues données tarifaires n'a été envoyé depuis son ordinateur ou son téléphone professionnel. Le directeur informatique ajoute un détail crucial. Le document que M. Vasseur prétend avoir reçu de la part de Camille contient des métadonnées prouvant qu'il a été créé par une source externe à l'entreprise. La plainte est une fabrication totale. Laurent se tourne vers Camille. Son expression professionnelle a laissé place à un profond embarras. Il lui présente ses excuses les plus sincères au nom de la direction. Il lui annonce que sa suspension est levée avec effet immédiat et que son accès à tous ses comptes est rétabli. Mais l'entreprise ne compte pas en rester là. Laurent l'informe que le service juridique de la société est furieux d'avoir été manipulé. Ils exigent désormais que M. Vasseur produise le courriel original qu'il prétend avoir reçu, sous peine de rupture immédiate de tous les contrats logistiques pour tentative de fraude. Camille est sauvée professionnellement, mais elle sait que pour neutraliser Béatrice définitivement, elle a besoin d'une confession directe. Le vent froid balaye le parking de l'entreprise alors que Camille se dirige vers sa voiture à la fin de sa journée de travail. Une silhouette familière l'attend près de la portière. C'est Julien. Se souvenant des conseils stricts de son avocate sur la création de preuves, Camille glisse discrètement la main dans la poche de son manteau, déverrouille son téléphone à l'aveugle et lance l'application d'enregistrement vocal. Julien s'approche, affichant une mine faussement compatissante. Il lui dit qu'il a entendu par des connaissances communes qu'elle avait de graves problèmes au travail. Il ajoute, avec un ton mielleux, que sa mère voulait simplement lui donner une petite leçon sur l'importance de ne pas brûler les ponts avec sa famille, et que tout cela pourrait s'arranger si elle acceptait de retirer sa demande de divorce. Camille le fixe, gardant une expression de confusion calculée. Elle le pousse dans ses retranchements, feignant l'ignorance. Elle lui demande comment Béatrice a pu convaincre un homme d'affaires aussi puissant que M. Vasseur de risquer sa propre réputation pour une simple querelle familiale. L'arrogance de Julien prend le dessus. Persuadé d'avoir le contrôle de la situation et de parler à une femme brisée, il devient imprudent. Il rit avec mépris et admet ouvertement que sa mère a simplement demandé un service à son ancien associé. Il déclare, la voix forte et claire, que Béatrice a demandé à Vasseur de déposer cette fausse plainte pour remettre Camille à sa place et lui prouver qu'elle n'est rien sans eux. Julien va même plus loin. Il défend l'action de sa mère, affirmant que Camille l'a bien cherché en les humiliant publiquement avec cette histoire de fausses clés, et que c'est le prix à payer pour son insubordination. Camille le laisse terminer sa phrase. Le silence retombe sur le parking. Lentement, elle sort la main de sa poche. Elle lève son téléphone, l'écran allumé montrant clairement le chronomètre de l'enregistrement vocal en train de tourner. Elle appuie sur le bouton rouge pour arrêter la capture. Le visage de Julien se vide instantanément de son sang. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il réalise la gravité de ce qui vient de se passer. Il vient d'avouer, sur bande, une conspiration de sabotage industriel et de diffamation professionnelle. Camille lui adresse un dernier regard, d'une froideur absolue, et monte dans sa voiture. Elle démarre le moteur et s'éloigne, détenant enfin l'arme fatale qui mettra un terme définitif à cette guerre. Le lendemain matin, la lumière crue de l'hiver inonde le bureau de maître Hélène Dubois. Camille est assise face à son avocate. Elle pose son téléphone sur le sous-main en cuir, déverrouille l'écran et appuie sur le bouton de lecture. La voix arrogante de Julien, confessant ouvertement la conspiration orchestrée par sa mère et M. Vasseur, résonne dans la pièce silencieuse. Lorsqu'il prononce les mots confirmant la fausse plainte, Maître Dubois esquisse un sourire d'une satisfaction absolue. Elle arrête l'enregistrement et croise les mains. Camille, encore tendue, demande s'il faut immédiatement porter plainte pour diffamation et harcèlement. L'avocate secoue la tête. Elle lui explique avec pragmatisme qu'un procès pénal pour diffamation serait long
coûteux, et l'obligerait à rester lié à cette famille toxique pendant des années. Maître Dubois propose une approche beaucoup plus redoutable, une frappe chirurgicale. L'avocate rédige sur le champ une mise en demeure officielle, adressée personnellement à M. Vasseur, avec copie au service juridique de l'entreprise de logistique. Le document est un chef-d'œuvre de menace légale. Il mentionne les preuves informatiques irréfutables disculpant Camille, souligne les liens commerciaux passés entre Vasseur et Béatrice et fait une allusion très claire à l'existence d'un enregistrement audio prouvant la collusion frauduleuse. La conclusion laisse à Vasseur un choix binaire. Soit il retire sa plainte immédiatement, soit il fera face à une plainte pour tentative d'escroquerie, diffamation professionnelle et une demande de dommages et intérêts colossale qui détruira sa réputation dans tout le secteur de la chaîne d'approvisionnement. 2 jours plus tard, l'effet est immédiat. Le directeur de Camille, Laurent, l'informe que l'entreprise a reçu une lettre officielle de rétractation. M. Vasseur y invoque, de manière lâche et peu convaincante, une malheureuse erreur d'identification de l'employé due à une confusion administrative. La plainte est annulée. L'arme de Béatrice est définitivement neutralisée. La voie vers le divorce est désormais totalement dégagée de tout obstacle financier ou professionnel. Une semaine plus tard, Julien demande à voir Camille. Il insiste pour que la rencontre ait lieu dans un café neutre du centre-ville. Lorsqu'elle arrive, elle le trouve assis à une petite table, fixant une tasse de café intacte. Le contraste avec l'homme arrogant du parking est saisissant. Julien a des cernes profonds sous les yeux. Ses épaules sont voûtées, et son assurance s'est évaporée. Il lève les yeux vers elle et, d'une voix tremblante, lui révèle l'ampleur du désastre dans son camp. Il lui avoue que la réception de la lettre de l'avocate a provoqué une violente dispute entre Béatrice et M. Vasseur. Terrifié par la perspective d'un scandale public et de poursuites judiciaires, Vasseur a non seulement retiré sa plainte, mais il a également coupé tout contact avec Béatrice, l'accusant de l'avoir manipulée. Julien s'effondre presque sur la table. Il supplie Camille d'annuler la procédure de divorce. Il lui jure qu'il a enfin ouvert les yeux, qu'il réalise à quel point sa mère est toxique et qu'il est prêt à lui tenir tête pour sauver leur mariage. Il lui promet que tout sera différent, qu'il la protégera désormais. Camille l'écoute jusqu'au bout, le visage parfaitement impassible. Lorsqu'il se tait, attendant son pardon, elle prend la parole d'une voix calme et tranchante. Elle lui fait remarquer une vérité cruelle. Il n'a compris la gravité de la situation que parce que le complot a échoué et que les conséquences sont devenues inconfortables pour lui. Elle lui rappelle que lorsqu'elle souffrait en silence dans leur ancien appartement, lorsqu'elle était humiliée et rabaissée, il ne voyait aucun problème à la situation. Son réveil soudain n'est pas de l'amour, c'est de la lâcheté face à la défaite. Elle se lève, ajuste son manteau et prononce sa sentence finale. Elle lui déclare que 5 années de mariage ne donnent pas automatiquement droit à une 6e année, surtout quand les 5 premières ont été construites sur le manque de respect. Julien baisse la tête, les larmes aux yeux, comprenant qu'aucune manipulation ne fonctionnera plus. Vaincu, il accepte de ne pas contester le divorce. Les mois suivants s'écoulent au rythme froid et clinique de la machine judiciaire. Le jour de l'audience finale au tribunal de grande instance, l'atmosphère est dépouillée de tout drame. Les couloirs résonnent du bruit des pas et des conversations étouffées des avocats. La procédure est d'une efficacité redoutable. Parce que Camille et Julien avaient conservé des finances majoritairement séparées, et parce que l'appartement de Lyon est protégé par l'acte de donation en avancement d'Oiry, il n'y a aucun patrimoine complexe à diviser. Julien n'a aucun levier pour faire traîner les choses. Avant d'entrer dans le bureau du juge, Julien tente une toute dernière approche dans le couloir. Il s'avance vers Camille, balbutiant son prénom, cherchant un dernier regard de compassion. Camille passe devant lui sans même ralentir le pas, l'ignorant avec la même indifférence qu'on accorderait à un inconnu dans la rue. Le juge aux affaires familiales examine le dossier, pose les questions d'usage avec une voix monocorde et constate l'accord des 2 parties. Les signatures sont apposées au bas des documents officiels. Le sceau du tribunal s'abat sur le papier, avec un bruit sec et définitif. Le lien juridique est tranché. Camille sort du palais de justice et s'arrête sur le grand parvis de pierre. L'air vif de l'hiver remplit ses poumons. Elle ne ressent pas le besoin de crier victoire ou de célébrer bruyamment. Ce qui l'envahit est bien plus précieux. Une paix profonde, silencieuse et inébranlable. Elle sort son téléphone, compose le numéro de sa mère, Sylvie, et lui annonce simplement que c'est terminé. Sylvie, émue, l'invite à dîner pour fêter ce nouveau départ. 6 mois plus tard, la vie de Camille a trouvé son véritable rythme. Son appartement est devenu un véritable sanctuaire. Les meubles sont disposés selon ses propres goûts, la lumière baigne le salon. Et surtout, le silence n'est plus jamais interrompu par le bruit d'une clé tournant dans la serrure sans avertissement. Personne n'inspecte ses placards, personne ne juge ses achats. Un samedi matin, alors qu'elle lit sur son canapé,
L'interphone de l'immeuble se met à sonner. Camille fronce les sourcils et appuie sur le bouton de communication. La voix du gardien de l'immeuble résonne, légèrement hésitante. Il l'informe qu'une femme nommée Béatrice se trouve dans le hall. Elle exige de monter immédiatement, se montrant très agressive et affirmant au gardien qu'elle possède sa propre clé de l'appartement. Camille laisse échapper un petit rire doux et sincère. Elle répond au gardien, d'une voix parfaitement détendue, de refuser catégoriquement l'accès à cette personne et de la menacer d'appeler la police si elle refuse de quitter le hall. Quelques secondes plus tard, son téléphone vibre. C'est un message texte de Béatrice, rempli de fautes de frappe dues à la colère, la menaçant de monter par les escaliers et d'utiliser sa clé pour entrer de force. Camille regarde l'écran. Elle tape sa réponse lentement, savourant chaque mot. Vous possédez la clé d'une serrure qui n'existe plus. Elle envoie le message et bloque définitivement le numéro. En se dirigeant vers la cuisine pour se préparer un thé, Camille ouvre le petit tiroir de la console de l'entrée pour y ranger du courrier. Tout au fond, caché sous quelques enveloppes, elle aperçoit un petit objet métallique. C'est le tout dernier double des anciennes clés, celle de la serrure d'origine. Elle le prend entre son pouce et son index. Le métal est froid et léger. Elle regarde ce petit morceau de laiton, réalisant enfin la différence fondamentale entre ouvrir une simple porte en bois et contrôler la vie d'une personne. Sans la moindre hésitation, elle laisse tomber la vieille clé dans la poubelle. Elle est enfin libre. Camille a appris à ses dépens que la véritable indépendance exige parfois de verrouiller la porte à ceux que l'on croyait être sa famille et de ne jamais laisser quiconque s'approprier son espace vital. Que pensez-vous de la stratégie de Camille? De l'utilisation des fausses clés jusqu'à l'enregistrement audio pour neutraliser le sabotage professionnel? Auriez-vous agi avec la même froideur calculée face à une telle toxicité? Laissez-nous vos impressions et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de reprise de contrôle et de justice personnelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo pour découvrir d'autres récits de résilience. À très bientôt pour une nouvelle histoire.